Bonjour et bienvenue à vous qui cherchez la vérité. Jésus dit dans Jean 8,31 « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Alors, qu'est-ce que le soft power? C'est un concept utilisé en relations internationales. On peut les définir comme la capacité d'un acteur politique d'influencer indirectement le comportement d'un autre acteur à travers des moyens non coercitifs. En plus clair, au lieu d'utiliser la guerre pour imposer sa culture ou son idéologie par la force, une entité va vous bombarder de ces messages si fréquemment que vous allez finir par croire que c'est votre propre opinion. Exemple, pour imposer sa culture en Europe, les États-Unis ne viennent pas avec l'armée, mais avec Hollywood, Netflix et McDonald's. De manière inconsciente, notre propre culture s'efface petit à petit et est remplacée par une autre. On adopte leur code, leur langage, leur idéologie. Résultat, quand le pays est confiné, on ferme tous les restaurants traditionnels français et on ne laisse ouverts que les McDo et les KFC. Et tout le monde trouve ça normal. On ferme les petits commerces et cinémas de quartier et on pousse les gens vers Netflix et Amazon. Au calme. Tout ça, ça forme un cercle vicieux. Parce que pendant ce temps, ce sont les États-Unis qui récoltent les impôts et la France en est privée. Du coup, leur influence sur nous prend de l'ampleur et ainsi de suite. Mais ça, c'est juste un exemple parmi des milliers. À longueur de temps, on se fait coloniser notre inconscient. En une voire deux générations, on a fait changer les valeurs de la population sur des sujets aussi variés que l'homosexualité, la GPA, le transhumanisme, l'Union européenne, l'avortement, le patriarcat, la démocratie, la liberté, etc., etc. Demandez aux anciens ce qu'ils pensent de notre civilisation actuelle. Demandez-leur s'ils ont eu le temps de s'adapter. Ça va tellement vite. La différence par rapport à une guerre, c'est que quand la guerre est finie, les valeurs d'avant, les valeurs intrinsèques reviennent. Avec le soft power, c'est un changement qui vient de l'intérieur. Et il n'y a pas de retour en arrière. Bon, maintenant, pourquoi cette notion est importante? Parce que le soft power, c'est une arme utilisée par un ennemi qui veut s'emparer de ton esprit. Et si tu n'es pas conscient, tu vas te faire avoir. Tu vas renoncer à tes propres valeurs. Mais de bonne foi, tu vas penser en fait que l'idée vient de toi. Ça marche comme dans le film Inception. Mais il faut savoir que l'idée n'est pas nouvelle. En fait, dès le jardin d'Éden, où l'humanité se résumait à deux personnes, Adam et Ève, ils avaient pour valeur la parole de Dieu. Et Satan est venu la remettre en cause. Comment? Il propose à Ève une nouvelle lecture, une nouvelle interprétation de la parole de Dieu, avec un mélange de vérité et de mensonge. Mais surtout, il lui fait croire que l'idée vient d'elle. Dieu a dit ça, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est comme ça que ça marche. Il l'amène à juger avec sa propre perception, c'est-à-dire humaine, mortelle, faillible et changeante, à juger la parole de vérité qui, elle, est parfaite et éternelle. Donc, 1, il place la parole de l'homme au-dessus de la parole de Dieu. 2, il change une vérité établie en simple point de vue. Regardez autour de vous, on voit ce phénomène s'appliquer en permanence. Fait. Un être humain avec un chromosome Y est un homme. Autre fait, ce chromosome lui donne un pénis, une barbe, une certaine musculature. Pourtant, un certain courant tente à nous faire accepter ces faits comme étant un simple point de vue. Non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Là, on voit comment un homme nie les faits. Tu peux le prouver scientifiquement, il suffit de regarder ses gènes. Il a un chromosome Y dans chaque cellule. Mais il avance sans cligner des yeux. Je ne suis pas un homme. Et de plus en plus, tout acquis, toute évidence est remise en question. Alors bien sûr, il est bon de remettre les choses en question, même les choses admises depuis des siècles, car avec la progression de la science, on peut corriger les erreurs et des mauvaises conceptions. Par exemple, en moins 600, Thalès a commencé à s'interroger sur la forme de notre planète. Il a démontré que c'était un disque plat. Pourtant, un siècle plus tard, Pythagore émet l'hypothèse d'une planète sphérique. Encore un siècle plus tard, Aristote démontre qu'elle est bien sphérique. Et enfin, en moins 200, Ératosthène en calcule la circonférence. Là, il n'y a plus aucun doute. Donc, grâce à la science et à l'étude, on a pu corriger une erreur qui était installée depuis 4 siècles. Donc, il ne faut pas rejeter les avancées humaines. Mais les progrès humains ne font en fait que prouver leur aspect faillible,
S'il détenait la vérité, il n'aurait jamais besoin de se corriger. S'il détenait le savoir, il ne pourrait jamais découvrir des nouvelles choses. En fait, la vérité n'appartient qu'à Dieu. C'est lui qui a tout créé, c'est lui qui peut nous expliquer pourquoi, comment fonctionne sa création. Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme. Il les a créés binaires. Et parce qu'ils sont binaires, ils sont complémentaires. Et parce qu'ils sont complémentaires, leur union peut produire un enfant. Aujourd'hui, on voit toutes sortes de dérives. On mélange tout, les hommes, les femmes, les animaux, les objets. En 1979, il y a une femme qui s'est mariée avec le mur de Berlin. En Inde, un homme de 33 ans s'est marié avec un chien. Mais on va où là? Au nom du progrès, la décadence vient balayer tout bon sens. La vérité s'efface, le sentimentalisme progresse. Même les mots perdent leur sens. Le bien, le mal, la vie, la mort, l'amour, la liberté. Le soft power change leur définition. Toujours par un subtil mélange de vrai et de faux. Toujours par sournoiserie, perfidie, vice. Un nouveau concept arrive. Au début tout petit, tout mignon, on ne voit pas où est le mal. Mais une fois qu'il est installé, une fois qu'il est accepté, il s'étend jusqu'à devenir la norme. Parlons de la loi bioéthique. Déjà, le nom est bien trouvé, éthique. Comment pourrait-on se méfier d'une loi qui s'appelle éthique? T'as pas envie de signer les yeux fermés? Non, franchement, là, ils sont forts. Par contre, bizarrement, comme pour toutes les lois impopulaires, c'est-à-dire non voulues par le peuple, elle a été votée en pleine nuit entre le 31 juillet et le 1er août 2020, avec la PMA pour les femmes homo et célibataires, ce qui veut dire fabriquer un enfant qui n'aura jamais de père. La reconnaissance des GPA à l'étranger, ce qui veut dire il est interdit de louer un ventre en France, mais vous avez le droit de vous payer l'utérus d'une pauvre Moldave et à votre retour en France, on s'occupera de tout. Il y en a un qui est assez subtil. Un décret du ministère peut interdire les dispositifs de neuromodulation. Ce qui veut dire, ce n'est pas interdit en fait. Non mais c'est moi ou on se fout de nous? On promulgue une loi qui dit que si jamais on trouve que ça va trop loin, on pourra éventuellement interdire la pose de puces électroniques dans le cerveau. Là, on parle de quelque chose de concret. Elon Musk, il est en train de fabriquer ces puces. L'interruption médicale de grossesse a été autorisée jusqu'à 9 mois. Ce qui veut dire qu'une femme peut avorter jusqu'à la veille de l'accouchement. Et pour couronner le tout, la semaine de réflexion qui était avant obligatoire, avant un avortement, a été supprimée. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'éthique. C'est ce qu'on appelle le respect de la vie. C'est ce qu'on appelle le bien. Mais comment on a pu en arriver là? Eh bien, c'est arrivé par le soft power. On fait évoluer les mentalités petit à petit pour ne pas trop choquer les gens, en utilisant le sentimentalisme plus que la vérité. Les progressistes n'ont pas débarqué comme ça de but en blanc chez ta grand-mère enceinte pour lui dire qu'elle pouvait se débarrasser de ton père si jamais elle digérait mal son petit déjeuner. Voyons un peu l'historique. 1971. Une jeune fille de 16 ans se fait violer à Bobigny. Tout le monde s'indigne, moi le premier. La solution qu'elle a trouvée, c'est de se faire avorter chez une collègue de sa mère en mode à l'ancienne, à la mano, tu vois. Là, honnêtement, c'est une situation compliquée. Qu'est-ce que je lui aurais conseillé à l'époque si c'était ma sœur ou ma fille? Franchement, difficile à dire. C'est pas le genre de choses auxquelles on est préparé. Il n'y a pas de réponse toute prête. J'ai un avis sur la question, mais j'y reviendrai plus tard. Ce qui est sûr, c'est que c'est un cas exceptionnel et qui doit le rester. 1972, cette fille est jugée pour avoir eu recours à l'avortement, qui, je le rappelle, était strictement interdit à l'époque. Oui, parce que jusqu'en 1970, il n'était pas éthique de tuer un bébé. Bref, ça aussi, j'y reviendrai plus tard. Elle est donc au tribunal à cause d'une saleté de violeur, et ça provoque un tollé général. L'opinion publique est scandalisée que la victime soit traitée en coupable. Jusque-là, je comprends. Là où ça commence à déraper, c'est la façon dont une certaine élite a essayé de résoudre le problème. 1973, le ministre de la Santé, Poniatowski, tente de faire passer une loi autorisant l'avortement pour cause exceptionnelle. Mais la loi ne passe pas. En 1974, Simone Veil remplace Poniatowski et elle fait passer la loi. Cependant, elle précise en introduction de son discours
je cite, « Je l'ai dit avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. » Fin de citation. En 1975, la loi est officiellement promulguée avec 2 garde-fous. 1. La situation doit être exceptionnelle, par exemple suite à un viol. 2. Le médecin a le droit de ne pas avorter si cela heurte sa conscience ou sa religion. Le premier a été supprimé en 2014, le deuxième en 2020. Et l'IMG a été autorisé jusqu'à la fin du 9e mois. Bon, je ne vais pas passer 1 heure sur le sujet, mais je voulais montrer le mécanisme qui s'applique dans les changements de société. On part d'un questionnement légitime et on glisse vers des absurdités insoupçonnées par ceux-là même qui militent pour le changement. En 1974, pendant les discussions sur le projet de loi, le député Jean Foyer s'insurgeait, citation encore, donc il disait « Le temps n'est pas loin où nous connaîtrons en France des avortoirs, où s'entasseront des cadavres de petits hommes. » Et là, tout le monde s'est jeté sur lui en le traitant de complotiste, de sans-cœur. « Mais tais-toi, Jeannot, il n'y en aura pas plus de 10 par an, tu vois le mal partout. Réfléchis un peu et arrête avec tes fake news. » Voilà ce qu'on lui disait. Mais à votre avis, il y a eu combien d'avortements en 2019 ? 630. Non, 630 par jour. Donc 230 000 par an. La vérité, c'est que l'avortement est devenu un moyen de contraception. Je vais revenir sur le cas de cette jeune fille en 1971. Donc, qu'est-ce que j'en pense ? Premièrement, pourquoi personne n'a protégé cette fille ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu empêcher ce viol ? Faut commencer par là déjà. Pourquoi est-ce qu'on ne juge pas les gens qui étaient autour et qui n'ont pas bougé ? Parce que ça s'est passé au lycée quand même. Il y avait les élèves, il y avait les profs. C'est quoi le délire ? Et les hommes de sa vie ? Bon, on sait qu'il n'avait pas de frère, ça on n'y peut rien. Mais on sait aussi que son père l'a abandonné à la naissance. Pourquoi on ne juge pas le père ? Pourquoi on permet à un homme d'engrosser une femme et de se casser, sans assumer ? Le mec devrait être envoyé au goulag. Mais non, le pouvoir, il fait rien contre ça. Alors, qu'est-ce qu'il se dit, le violeur ? Ça passe crème. On en vient au point numéro 2. Pourquoi on laisse le violeur se balader tranquillement ? On peut lire dans la presse de l'époque que le violeur n'a pas été jugé. Le violeur n'a pas été jugé. Comme dirait une célèbre philosophe, allô ? Le violeur n'a pas été jugé, quoi. Mais c'est quoi cette société, en fait ? Le gars, il a fini au tribunal plus tard, mais c'était pour un vol de voiture. Donc pour moi, la justice, ça aurait été de s'attaquer d'abord aux responsables, donc le violeur, bien sûr, et le père qui a laissé sa fille sans défense. Et si jamais on trouve qu'il y avait un témoin qui assistait à la scène sans réagir, on lui fait subir le même sort qu'au violeur. Conclusion. Finalement, la jeune fille, elle était acquittée par le tribunal. On a donc dépensé beaucoup d'énergie dans la mauvaise direction. Rien n'a changé dans la loi sur le viol, si ce n'est, en fait, d'être encore plus laxiste envers les agresseurs. Donc, avant de passer à un autre sujet, j'avais dit aussi que je reviendrais sur la notion de « mon corps, mon choix ». Bon, je l'avoue, j'ai arrêté la biologie assez tôt dans ma vie, c'est pas ma spécialité. Par contre, les maths, ça va, j'ai un certain niveau. Donc, avec un peu d'observation et de calcul, j'arrive quand même à être étonné de ce slogan. Parce que quand je regarde une femme enceinte, je vois son corps. Il lui appartient, elle en fait ce qu'elle veut, je le conçois bien. Par contre, quand je regarde une échographie, je vois le corps de qui ? Du bébé. Le gynécologue, qui lui s'y connaît en biologie, il dit explicitement « Est-ce que vous voulez voir le fœtus ?» Hein ? Quoi ? Qui ça ? Quel fœtus ? Ah bon ? En plus, on peut mesurer son corps. Mais en fait, je croyais que c'était le corps de la femme. Et oui, aussi étonnant que ça paraisse, un fœtus, il a une tête et des membres. Donc, à moins que la dame soit siamoise, comment peut-elle expliquer qu'elle ait 2 têtes, 4 bras et 4 jambes ? Non, c'est bien un autre corps qui est en elle. Alors, mon corps, mon choix, je veux bien, mais ça doit marcher pour tout le monde alors. Comment, au nom de la liberté de choix, on prive le bébé du choix pour son propre corps ? C'est un dévoiement du sens des mots, et ça peut aller très loin. Il existe un exemple très parlant dans l'histoire.
Dans les années 30, le Troisième Reich a eu l'idée de mettre à l'entrée des camps de concentration Arbeit macht frei, ce qui veut dire « le travail rend libre ». Quelle perversion dans l'usage des mots! Le travail, normalement, c'est la dignité, la valeur suprême qui place l'homme comme maître de son destin. Le travail lui donne une place dans la société et un sens à la vie. Ils ont utilisé le langage des valeurs universelles, travail et liberté, pour décrire un état qui est tout le contraire de ces valeurs, l'emprisonnement et l'esclavage. Quand on regarde le passé, on se demande toujours comment les gens ont pu être aussi naïfs pour gober des trucs aussi gros. Et on se sent supérieur en disant que jamais on pourrait tomber dans le panneau. Tu parles, les gens d'aujourd'hui ne sont pas différents. Puisqu'on parlait du Troisième Reich, Goebbels disait « Un mensonge répété 1000 fois devient une réalité ». Quand je regarde les 2 dernières années, j'ai bien l'impression qu'on nous a dit plusieurs mensonges plus de 1000 fois. Et ça marche. Il faut savoir d'où vient le mensonge. La Bible dit dans Jean 8, 44 « Le diable est menteur et le père du mensonge ». Le soft power que l'on subit en ce moment, c'est Satan qui exerce son influence dans le monde. Il est l'ennemi de Dieu, l'ennemi de la vérité. Après la mort et la résurrection de Jésus, la bonne nouvelle du salut se répand malgré les persécutions violentes. L'évangile est annoncé siècle après siècle jusqu'aux extrémités du monde. Que ce soit par la guerre, la faim, la torture, le diable n'a jamais réussi à faire perdre la foi aux chrétiens. Au XVIIIe siècle, il a commencé une nouvelle stratégie qui a bien mieux fonctionné. Au moyen de la philosophie, de l'humanisme, puis de la société de consommation, Satan a réussi, sans violence, à faire perdre la foi à tout un continent. Maintenant que presque toute l'Europe a rejeté Dieu, il ne veut pas s'arrêter là. Il propose à la place une nouvelle religion. Il sait très bien que l'homme ne peut pas complètement abandonner sa spiritualité. Alors il en fabrique une qui risque de ne pas lui mettre des bâtons dans les roues. C'est une spiritualité tournée vers l'homme plus que vers Dieu. Une spiritualité où chacun se construit sa propre vérité, en fonction des désirs du moment, plutôt que de se soumettre à une vérité unique, inchangeante, et parfois contraire à notre volonté. Pour finir, je vais reprendre l'exemple du jardin d'Éden du début. Dieu avait dit « Si vous mangez ce fruit, vous mourrez ». Le diable a susurré à Ève « Vous ne mourrez pas ». Elle a succombé à la tentation de créer sa propre vérité. Et devinez quoi ? Elle est morte. Mes amis, cherchez la vérité, ayez du discernement, et la vérité vous rendra libre.